troisième génération de l'Apple Watch débarque et tente de couper le cordon avec l'iPhone. Sa fonction 4G qui lui permet de téléphoner ou d'accéder toute seule au net nous a-t-elle convaincus? Quid de ses performances ou de son autonomie pointée du doigt sur les anciennes versions? Nous est-elle devenue indispensable au quotidien comme nos iPhones? Débat. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans On refait le Mac alias ORLM. Très heureux de vous retrouver à 42, l'école qui forme les futurs talents de la tech. Vous retrouvez l'émission high-tech chaque semaine sur notre site www.onrefaitslemac.com, mais également sur notre chaîne préférée Dailymotion, sans oublier YouTube. Je vous invite bien sûr à vous abonner et à cliquer sur le petit bouton et le petit pouce en bas de l'écran. Pour ceux qui préfèrent podcaster l'émission, vous pouvez télécharger ORLM en HD ou en version audio sur iTunes ou via l'application podcast. Enfin, n'oubliez pas l'application ORLM pour iOS, disponible pour l'App Store, sur l'App Store pour iPhone et iPad, mais aussi pour l'Apple TV. Cette semaine, l'Apple Watch Series 3 est arrivé à 42 et pour nous aider à donner un premier verdict avec moi comme chroniqueur en plateau, à mes côtés, un acheteur compulsif de tous les objets tech et tendance, consultant digital et ami, Stéphane Zibi. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Bon, tu as briqué ton Apple Watch ? J'ai briqué mon Apple Watch, pas encore, parce que j'ai pas encore la 3, parce qu'elle est en cellulaire. Tu as la 2 là. J'ai la 2. Donc oui. On va comparer les performances dans un instant, c'est parfait, on est raccord. En duplex depuis la rédaction de Mac Forever, partenaire média de cette émission, pour lui la Suisse, le Mac, c'est pour toujours Didier Policani. Bonjour Didier. Salut Olivier. Alors non, moi je ferais bien l'émission en Corse en fait plutôt qu'en Suisse, tu vois, en ce moment, parce que le temps est pas foufou. Ouais. Mais bon, voilà, on ne choisit pas. Si j'avais à choisir, crois-moi que je ne ferais pas le long feu à l'école 42, je serais plutôt pas loin d'Ajaccio ou Gémérassi, mais qui sait, un jour peut-être qu'on pourra ouvrir le studio de Refait le Mac là-bas. En duplex également, malgré 7 ans passés au sein d'Apple et avoir découvert son côté obscur, il reste un passionné du Mac. Monsieur X, un ancien responsable d'Apple qui avance, comment dire, visage masqué. Bonjour Monsieur X. Bonsoir Olivier, toi tu as une Apple Watch Series 2, et ben moi aussi j'ai la même au poignet. Je me suis pas encore décidé à acheter la nouvelle, peut-être que vous allez me convaincre. Et tu sais, ce soir j'ai regardé avant l'émission, ça fait 2 ans et demi que la première Apple Watch est sortie et a commencé à se vendre, et on a enfin là, avec WatchOS 4, donc la 4e version du système d'exploitation, et toutes les nouvelles fonctionnalités qui ont été introduites pendant 2 ans et demi, le GPS, le fait qu'elle soit water résistante et la 4G, une montre avec toutes les fonctionnalités dont on rêvait il y a 2 ans et demi. Voilà, donc on a enfin une vraie Apple Watch avec l'Apple Watch Série 3, c'est pour ça que j'ai peut-être me laissé convaincre. Ouais, en clair, Monsieur X, on a arrêté d'être les bêta-testeurs de luxe d'Apple. Alors avant de passer au crible, l'Apple Watch 3 Series, un coup d'œil sur le chiffre de la semaine. Le chiffre de la semaine, c'est le résultat à notre sondage publié sur Twitter cette semaine. La question était: quel est le premier frein à l'achat d'une Apple Watch ? Vous étiez 46% à répondre le prix, 25% à répondre l'autonomie, 18% à répondre la dépendance à l'iPhone et enfin 11% à répondre le design carré. Et vous étiez au total plus de 700 votants. Messieurs, une réaction à ce sondage avec peut-être Didier, le design carré, il subsiste même 2 ans et demi après cette polémique, comme quoi une montre devrait avoir plutôt un écran rond plutôt que carré. Ça c'est l'éternel débat, mais ça a un point positif quand même, ce non-changement de design, c'est que tu peux réutiliser tous tes accessoires, tous tes bracelets qui commencent à coûter cher, à force d'en racheter un peu chaque année. On en parlera tout à l'heure, oui. Pas plus mal. Sur effectivement le frein à l'achat aujourd'hui, moi la chose qu'on me demande le plus quand on me voit avec l'Apple Watch, c'est est-ce que c'est utile ? Et effectivement, les gens, je pense, hésitent beaucoup là-dessus. C'est est-ce que ça va vraiment me servir au quotidien ? Quelle est la killer feature pour l'Apple Watch ? Et aujourd'hui, comme le disait Monsieur X en préambule, je pense qu'on commence à avoir pas mal d'arguments en fait pour vraiment défendre cette montre. Alors, autre chiffre sur lesquels j'aimerais que vous réagissiez, messieurs, les ventes d'Apple Watch depuis son lancement au printemps 2015. Il faut savoir qu'Apple refuse de communiquer ces chiffres de vente, ce qui témoigne d'une certaine fébrilité. Alors, IDC a réussi à estimer par rapport aux ventes en magasin le nombre d'exemplaires écoulés par trimestre. Regardez ce graphe. 27,4 millions, c'est les ventes cumulées d'Apple Watch depuis son lancement il y a maintenant 2 ans et demi. Lors du premier trimestre de son lancement, ils en ont vendu 3,6 millions. Le trimestre suivant, 3,9.
Ensuite, ça a encore augmenté, 4,1 millions le quatrième trimestre 2015. Et puis regardez, boum, un trou d'air avec au premier trimestre 2016, 1,5 million d'exemplaires seulement. Deuxième trimestre 2016, 1,6 million et carrément 1,1 million lors du troisième trimestre 2016. Et c'est reparti à la hausse lors de l'arrivée de l'Apple Watch Series 2 l'année dernière, avec le quatrième trimestre 2016, le trimestre de Noël, avec 4,6 millions d'exemplaires vendus, suivi de 3,6 au cours de 2017. Et enfin, le second trimestre 2017, j'y suis arrivé, 3,4 millions. Alors, messieurs, vos réactions peut-être, Monsieur X, sur ces chiffres de vente de l'Apple Watch. On est loin d'atteindre, avec cumulé autour des 27 millions, les ventes au trimestre de l'iPhone. Il faut savoir que lors du dernier trimestre, je crois que l'iPhone s'est vendu à 40 millions d'exemplaires en 3 mois seulement. Là, on est sur 2 ans et demi. Oui, alors il y a plusieurs choses à dire. D'abord, il faut expliquer le trou d'air que tu mentionnais avec les chiffres, c'est-à-dire le premier trimestre 2016, le deuxième trimestre 2016 et le troisième trimestre 2016. Alors ça s'explique comment ? C'est simplement que l'Apple Watch, la première de son nom, a été vendue pendant 18 mois. Et 18 mois, c'est une éternité. L'Apple Watch Series 2, en comparaison, 12 mois. a une durée de vie d'1 an. Et il y a fort à parier que l'Apple Watch Series 3 qui vient d'être lancé aura une durée de vie d'1 an aussi, c'est-à-dire que ce produit va être sur un rythme de renouvellement annuel comme l'iPhone, comme feu l'iPod. L'Apple Watch Series 0, quelque part, l'original, elle a duré 18 mois. Donc comme au niveau fonctionnel, elle n'était pas complète et qu'au niveau batterie, elle était très critiquable, ça a été une éternité. Et les 3 derniers trimestres, tout le monde attendait un renouvellement et les ventes ont totalement plongé. Voilà, ça c'est la première chose à dire. Maintenant, si on met de côté ces 3 trimestres-là, qu'on regarde l'année 2015 et puis la fin de l'année 2016 et le début de l'année 2017, donc les ventes de l'Apple Watch Series 2, on est en moyenne à 3,8 millions de ventes d'Apple Watch par trimestre. Et ce qu'on peut dire, c'est que ce chiffre est plat. Ça n'augmente pas. Et c'est ça alors ça ne baisse pas vraiment sur ces 6 trimestres, mais ça n'augmente pas non plus. Ce qui est assez surprenant, parce que tu sais qu'en marketing des nouvelles technologies, on est sur ce fantasme qui est de dire, quand on crée un nouveau marché, et la smartwatch en est certainement un, on va avoir de la croissance pendant les 2-3 premières années. Apple est très fort à ce petit jeu et Apple, en général, vient prendre 30 à 40% de part de marché. Et là, c'est tout plat. Donc, ces chiffres de vente, on va dire constants, aux alentours des 4 millions, hormis, comme je l'ai expliqué, les 3 mois de chute en 2015, tendraient à prouver que le marché de la smartwatch au global est déjà saturé, qu'Apple a fait son trou dedans avec une part de marché entre 15 et 20%, et qu'Apple n'ira pas plus loin. Et que donc... le destin de l'Apple Watch, il est celui qu'on le voit avec la Series 3, 4-5 millions de ventes par mois, 15% de part de marché, et maintenant on attend le prochain produit qui serait la vraie révolution chez Apple, le HomePod, autre chose. Donc c'est peut-être déjà de l'histoire ancienne. Mais Stéphane, en plateau, on a beaucoup lu que l'Apple Watch était un échec, voire un bide. On ne peut pas vraiment dire ça, parce qu'ils s'en vend quand même pas mal, mais on est loin du chiffre de l'iPhone, on l'a dit en préambule. On est loin aussi d'avoir ce fameux relais de croissance, la prochaine étage de fusée, qui permettrait à l'Apple d'être moins dépendant de l'iPhone. Oui, en fait, tout ça c'est trompeur. On a plein d'éléments contraires. Quand Peeble avait lancé il y a 5 ans ou 4 ans, un peu plus de 4 ans sur Kickstarter, qui débutait aussi d'ailleurs, son produit, ils étaient compatibles iPhone et Android et ils devaient lever quelques dizaines de milliers de dollars et ils ont levé plus de 10 millions. Donc on pouvait penser qu'il y avait un attrait sur les montres. Et Apple, comme d'autres, Android, ont suivi cela. Malgré tout, on s'est aperçu que ça ne suivait pas. La série 1, de toute façon, tout premier produit, que ce soit l'iPad, l'iPhone ou l'Apple Watch, tout premier produit d'Apple, c'est une bêta de bêta. Maintenant, on commence à connaître la chose. Même avec les Mac, des fois, il faut se méfier. Et même avec les Mac, j'ai pas pris la Touch Bar, comme tu as pu t'en rendre compte. Ouais. Et voilà, je suis resté sur mon ancien, entre guillemets, ancien MacBook. Mais pour donner moins de chiffres que ce que tu as pu donner, même s'ils sont très révélateurs, moi j'ai trouvé d'autres qui montraient les revenus et les estimations des revenus que les analystes ont essayé de consolider. En 2015, c'est 2,7 milliards juste pour la Watch. En 2016, 4,6. En 2017, c'est estimé à 5,5 millions. Et en 2018, 6,5 millions. Donc, ce n'est pas des chiffres démentiels pour Apple, parce que bon, qu'est-ce que c'est 6 millions de dollars pour Apple, c'est le prix de... 6,5 millions, tu parlais de milliards tout à l'heure. Milliards, pardon. Excuse-moi. Et en fait, on s'aperçoit
que peut-être à l'échelle d'Apple, c'est pas beaucoup, mais à l'échelle de n'importe quel manufacturier de montres, quel qu'il soit, il vend autant. Il fait autant de chiffre d'affaires. Je pense pas qu'il y en aurait beaucoup. Donc, je me suis moqué, peut-être à juste titre, de ce classement qui faisait que Apple dépassait Rolex, etc., quand Tim Cook l'a annoncé sur scène lors de la keynote. Il y a 3 semaines. Eh bien, je peux juste te dire... il y a beaucoup d'entreprises qui aimeraient avoir ce chiffre d'affaires. Je pense, je pense, oui. Allez, peut-être une réaction très vite avec Didier. Voilà, ça sature les ventes, ça n'explose pas. Ça va être vraiment un trimestre test, tout simplement, c'est le trimestre de Noël pour Apple. Parce que là, ça y est, tu l'as dit, l'Apple Watch arrive à maturité aujourd'hui en termes de fonctionnalité. Alors justement, 2 choses. La première, c'est effectivement, comme disait Stéphane, tu vois, nous là qui avons une petite antenne en Suisse, même Rolex ne donne pas de chiffres. C'est-à-dire que les ventes en volume de montres, même les chiffres d'affaires, sont des données aujourd'hui quand même qui sont distillées avec parcimonie. Des fois, Rolex confirme certaines estimations, mais c'est vrai que ils marchent sur des œufs parce que effectivement, c'est assez fluctuant et que voilà, c'est un marché qui est aussi assez serré. Il y a beaucoup de concurrence et qu'est-ce que je voulais dire ? Et moi, j'ai l'impression que l'Apple Watch c'est quand même une course de fond, quoi. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, c'est pas uniquement une affaire de produit, c'est une affaire d'écosystème et que Apple Pay met du temps à arriver, que tu aimerais bien ouvrir ton appart, ta voiture avec ta montre. Enfin, il y a plein de choses qui vont découler de ça, qui sont pas encore là ou qui seront là dans quelques années. Donc, il faut être là maintenant parce qu'on prépare le terrain en fait pour la suite. Pour moi, c'est pas quelque chose qui bouleverse aujourd'hui effectivement le quotidien des gens, mais petit à petit, ça va s'intégrer dans son quotidien. Et moi, je suis assez confiant en fait sur la montre sur le long terme, mais c'est vrai qu'il faut pas être trop pressé, quoi. Bien, écoute, l'avenir va nous dire très rapidement si ça décolle. En attendant, on va passer au crible, cet Apple Watch. Rien ne change côté design, on le disait en préambule, c'est la 3e génération de montres sans qu'Apple ne fasse évoluer le design. Seul un petit point rouge, regardez, je vous la montre à côté, vous avez ici la série 1, la série 2, pardon. Et là, vous avez la série 3 avec le point rouge qui signifie qu'elle est 4G. Voilà le seul élément, je dirais, esthétique qui permet de les différencier les unes des autres. On l'a dit, c'est constant dans une design, bon, c'est assez pratique. Reste à pouvoir, je dirais, justifier ce petit point rouge. Il a été pas mal décrié sur les réseaux sociaux et sur Internet. Didier, ton avis? Moi, je trouve pas ça inélégant. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Moi, je trouve ça assez joli en fait sur celle que j'ai pris là, qui est en gris sidéral. Donc tu vois, ça ressort bien. C'est vrai que sur l'inox, bon, moi, je suis un petit peu plus tempéré, mais en fait, c'est assez drôle parce que les gens, je sais que c'est superficiel, mais les gens aiment bien montrer qu'ils ont le dernier produit Apple, le dernier iPhone, etc. Et c'est vrai que cette constance des designs te motive moins à l'achat en fait. Effectivement, peut-être que tout est nouveau dedans, mais voilà, quand tu affiches ça, c'est quand même. Mais c'est vrai que bon, moi j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu des couleurs qui changent. Là, tu vois, ils ont changé la couleur de la céramique. Ils auraient peut-être pu faire une nouvelle couleur pour l'inox, une nouvelle couleur pour l'alu. C'est vrai que cette année, on n'a pas eu grand-chose quand même. Ouais. Donc on voyait en termes de form factor, on reste toujours dans les mêmes, à peu près dans les mêmes choses. Si on veut bien commuter sur, voilà, c'est très difficile sinon de reconnaître les deux produits. Vous voyez, tu as reçu un petit SMS sur cette de ma sœur, oui. Mais c'est pas grave. La principale difficulté en ce qui concerne le design, Didier, c'est d'avoir réussi à cacher les antennes, parce que c'est un boîtier en inox pour celle-ci, pour laquelle j'ai caché derrière l'écran, c'est ça ? Exactement, et d'ailleurs c'est assez rigolo parce qu'ils ont démonté donc les différentes Apple Watch là sur iFixit, et puis ils ont découvert en fait qu'Apple n'avait pas tellement changé le design d'une génération sur l'autre au niveau des antennes, donc tout était un peu prévu en fait pour mettre la 4G, mais c'est vrai que des modèles en céramique seraient beaucoup plus adaptés pour laisser passer les ondes. Donc on voudrait de la céramique partout en fait. Pourquoi ils ne foutent pas de la céramique? Ça coûte plus cher. Ouais, alors justement, la seule différence esthétique, tu l'as montré, c'est l'arrivée de cette version céramique qui est désormais grise en plus de la blanche, mais écoute assez bonbon, c'est autour des 1 300 €, c'est ça? Oui, c'est hyper cher. Et puis, on a tourné une petite vidéo là où je pense que tu passeras les images, mais c'est vrai que moi je suis toujours assez circonspect sur l'aspect, enfin mettre autant d'argent pour ça, c'est-à-dire que même de loin, ça ressemble un peu à du plastique, de près, ça ressemble un peu à du verre, et ça n'a pas le côté premium d'une montre en or, enfin, ou vraiment de métaux qui claquent vraiment. Donc voilà, il faut vraiment être fan pour s'offrir ça, quoi. Un mot quand même sur l'étanchéité, c'était jusqu'à 50 mètres, c'était la grande nouveauté l'année dernière avec la Series 2. Il y a beaucoup d'interrogations sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur la vraie étanchéité de cette
montre sans accroc. On peut lire sur le site d'Apple qu'il faut faire quand même attention, notamment si on fait du ski nautique, des choses comme ça. S'il y a des projections fort d'eau, ça peut endommager la montre et notamment les joints. Moi, j'ai utilisé la Series 2 tout l'été dans l'eau de mer, donc sans problème et sans accroc. Il faut juste, en sortant de l'eau, la rincer à l'eau douce bien proprement. Qu'en est-il de ton côté, Didier, ou voire Monsieur X? Moi, je fais très peu de natation et c'est vrai que l'étanchéité, ça me sert plus. Voilà, quand tu laves tes gamins dans le bain, quand tu sors et qu'il pleut, tu te soucies pas de ça. Quand tu veux prendre une douche et puis que tu as oublié de l'enlever, c'est vrai que c'est intéressant de se dire, bah tiens, elle va résister et il n'y aura pas besoin de prendre trop de précautions. C'est vrai que c'était assez ambigu, le discours d'Apple. Ils annoncent que c'est étanche jusqu'à 50 mètres, mais ils disent quand même de faire attention à l'eau salée. Donc c'est un peu bizarre quand même. Comme tout appareil. L'étanchéité, Exactement. quand tu t'adresses à des spécialistes, ils te disent que c'est pas quelque chose qui est fixe dans le temps. Les joints. Quand tu achètes une Rolex, il n'y a pas ce problème-là. Je t'assure qu'elle est étanche. Il n'y a pas de problème. Un plongeur peut l'utiliser. Monsieur X. Écoute, moi j'ai tenté le diable en quelque sorte cet été. Je suis allé à l'eau avec mon Apple Watch Series 2. Écoute, j'ai pas hésité quand il s'agit de plonger dans la piscine. Voilà, j'y suis allé bravement. Et écoute, il s'est rien passé. J'ai essayé de voir là, tu sais, cette petite fonctionnalité qu'on nous avait Pour éjecter l'eau. montré, ouais, pour éjecter l'eau, qui était une technologie de vibration. J'ai pas vu grand chose, mais j'ai pas de problème. Elle tourne parfaitement. En revanche, à chaque fois que je suis allé dans la mer voir les poissons, et Dieu sait si j'y suis allé beaucoup cet été, à chaque fois j'ai hésité, donc j'ai fait un refus d'obstacle et je l'ai mis dans mon sac de plage. Faible. Là on voit la vidéo du surf, regarde derrière toi qui passe. Ça paraît fou. Là les projections, là il y a des projections d'eau, donc bon bref, moi je pense qu'elle est étanche, c'est pas de problème. Il y a ça, je et peux en puis aussi, témoigner. si tu veux, ouais. Moi j'ai le bracelet standard, là tu vois, Nike Plus, qui est un bracelet en caoutchouc standard. Le bracelet il tient, mais si tu t'accroches avec, notamment un peu dans les rochers ou machin bidule. Monsieur X. Non, mais j'avais peur de la perdre. Non, c'est vrai, j'avais peur de la perdre. Okay. Donc, ce qu'il faudra que ce soit vraiment clair auprès d'Apple, parce qu'apparemment il y a un double langage. Si vous allez à l'Apple Store, vous posez la question, ils sont assez prudents. Voilà, il ne faudrait pas que quelqu'un plonge avec et un jour un problème et que la garantie ne fonctionne pas. Il faudra que ce soit assez clair. On posera la question à Apple en temps et en heure. L'évolution la plus spectaculaire concerne les nouveaux bracelets qui sont fréquemment renouvelés chez Apple. La nouveauté cette année, c'est la boucle sport. Ce sont des bracelets en tissu équipés d'un velcro. C'est un peu plus taillé pour le sport. C'est ce que tu as choisi. C'est quand même facturé au prix fort, encore et toujours chez Apple. Didier, 59 €. C'est bien ces petits bracelets? Oui, ils sont très chers. Moi, je trouve que c'est vrai que pour du nylon, au bout d'un moment, tu te dis, quand même, ils exagèrent un peu. Tu aimerais bien en acheter deux pour avoir deux couleurs différentes. Là, déjà, t'hésites. Ça marche, oui, ils sont pas mal. Ils sont un peu plus épais que les bracelets en nylon qu'ils avaient sortis il y a quelques temps, pour qu'il y ait effectivement cette petite bande velcro. Du coup, ils s'adaptent assez bien à ton poignet. Tu peux vraiment régler ça assez finement. Et puis, ils restent encore légers pour ces quelques semaines de beau temps, entre guillemets. Voilà, où tu vas faire un petit peu tes petites courses dehors. Donc ouais, assez agréable. Ils ont un défaut, moi je trouve, c'est qu'ils sèchent très lentement. Donc si tu les mets dans l'eau ou même tu te laves les mains et que tu fais pas attention, tu as la main mouillée pendant 1 heure. Donc le bracelet mouillé pendant 1 heure, c'est un peu pénible. Voilà, c'est le revers de la médaille. En tout cas, 59 €, c'est rien comparé au prix d'un bracelet en cuir ou un bracelet milanais. Un bracelet en cuir, c'est ce que tu as, Stéphane, ça coûte 159 €. Si vous voulez carrément un bracelet à maillon, là, le chiffre est astronomique, 609 € pour un bracelet à maillon métallique. Et bien sûr, vous pouvez aller du côté d'Hermès et c'est extrêmement cher. On reste dans le luxe. Un mot quand même sur la configuration, parce qu'elle s'est un petit peu améliorée une fois qu'on a fait le tour sur le design. Qu'est-ce qu'on fait? On le branche à l'iPhone. Et elle s'est encore améliorée cette année. Regardez cette vidéo. Il suffit d'approcher le téléphone de la montre et d'appuyer sur la couronne pour qu'elle soit détectée automatiquement. Et par la suite, le jumelage consiste à viser l'écran. On l'avait déjà vu les années précédentes. Et la watch avec l'iPhone, et c'est assez remarquable. Voilà, moi, je n'ai pas eu de souci particulier, si ce n'est quand même une perte des données d'activité et de santé. Donc là, j'ai posé la question à Apple. J'ai perdu tous mes archives de santé et d'activité, ce qui est assez gênant. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi, mais je pense que c'est lié à mon compte iCloud qui déconne à plein tube. Et je vous dirai la semaine prochaine ce qu'il en est vraiment. Gros plan à présent sur l'avancée la plus marquante de cette montre. Elle est désormais autonome, ou presque, c'est ce qu'on va voir, grâce à la 4G. La 4G, c'est la grande nouveauté de cette troisième génération d'Apple Watch. Une précision importante tout de même, la Series 3 est disponible aussi sans la 4G. On en parlera en fin d'émission, on parlera des prix. Alors, premier point qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux, c'est que la 4G est une fonction réservée exclusivement aux abonnés Orange et Soch.
pour le moment en tout cas, parce qu'apparemment, c'est ce que nous disait Apple la semaine dernière lorsqu'ils nous ont présenté la montre, l'opérateur historique est le seul à disposer d'un réseau compatible, mais ses concurrents devraient à terme proposer des offres une fois leur réseau mis à jour. C'est un peu ça le principe, Monsieur X. Bah oui, ce qu'on a compris, c'est exactement ça, même dans la grande tradition d'Apple, qui est aussi pour sans doute garder le secret, qui est de travailler avec un ou deux partenaires par pays, en amont, parce que le fait, par exemple, que l'Apple Watch Série 3 soit compatible avec les offres Orange Grand Public et les offres Soch, ça nécessitait un petit peu de développement au niveau d'iOS, un petit peu de développement sans doute chez l'opérateur, et puis la capacité aussi à faire des tests sur le réseau avec l'Apple Watch Series 3 en avance de phase. Et si tu multiplies les partenaires, tu multiplies les problèmes en développement et puis les chances qu'il y ait des fuites. Donc Apple a souvent ce réflexe de travailler avec un ou deux partenaires privilégiés. C'est souvent les mêmes qui reviennent. C'est ce qui a été fait, par exemple, pour CarPlay. Mais cette exclusivité qu'a Orange, il y a fort à parier que dans quelques temps, ça va évidemment, ça va tourner. De toute façon, c'est évidemment l'intérêt d'Apple que ça soit ouvert le plus vite possible. Et on l'avait vu également l'année dernière avec Orange était le premier à avoir les appels en Wi-Fi également avec l'iPhone. Et puis ça s'est généralisé, je crois, à d'autres opérateurs. Ici en plateau avec Stéphane, Orange facture quand même 5 € par mois cette option de dual SIM. Il n'y a pas de carte SIM à glisser, on ne l'a pas dit, mais c'est une SIM virtuelle. 5 € par mois, même s'ils offrent les 6 premiers mois gratuits, c'est quand même un petit peu cher, quoi. En fait, il n'y a pas que seulement ça qui est ennuyeux. C'est vrai que ça paraît toujours paradoxal, comme les frais bancaires d'ailleurs, mais là on parle de logiciel. Et faire payer du logiciel, alors que quand il y avait du matériel, la SIM, on peut bien comprendre qu'il y a un coût. D'ailleurs, il y a un coût quand on commande une carte SIM, ça coûte 10 €, je crois. Là, on peut comprendre. Là, il n'y a rien. Et donc, c'est quand même un petit peu paradoxal. Et en plus, là, c'est là ce qui est plus ennuyeux, c'est qu'un même opérateur, Orange, pour ne pas le nommer, ne permet pas à ceux qui sont professionnels, qui sont abonnés Orange. Comme c'est ton cas ? Moi, non. Moi, ça va, je suis passé de l'autre côté. Tout ça parce qu'en fait, l'option LTE n'est pas activable. Elle n'est activable que sur les forfaits grand public et pas sur le grand public. C'est-à-dire que les grands publics sont mieux dotés que les pros qui auraient besoin d'une watch. Et qui ont besoin peut-être plus d'autres choses. Je sais pas, donc c'est quand même un peu paradoxal. Et en fait, ça m'a rappelé un peu l'ancien temps quand l'iPhone a été lancé à l'époque avec AT&T et Singular, je crois. Aux États-Unis et en France avec Orange. Déjà, il y a eu des procès, etc. C'est dommage de revenir un peu à l'ancien temps et d'être. Monsieur X a donné une raison, je peux bien l'écouter, mais. À quoi bon aujourd'hui de marcher sur une exclusivité ? Est-ce qu'on va aujourd'hui aller chez Orange exprès parce qu'il y a non, mais je pense que c'est vraiment un problème de dimensionnement de réseau. Mais c'est pour la LTE, et donc la LTE, d'autres réseaux longs. Qu'en est-il de ton côté, Didier, entre la Suisse et la France, à noter les différences et ta réaction aux tarifications d'Orange, tout simplement ? Moi, je l'ai configuré chez Soch à la sortie. C'était très rapide. Alors, tu vois, il y a des gens qui ont eu des problèmes, mais c'est vrai que j'ai trouvé le processus assez facile en sachant qu'il fallait passer par la montre. Ouais, regarde, on a fait une petite vidéo pour configurer. Donc, on l'a dit, il n'y a pas de SIM à glisser dans la montre. C'est automatique au moment de la configuration. Il y a juste à rentrer son identifiant, son numéro de téléphone et son mot de passe. Et l'authentification se fait et le jumelage de la SIM se fait avec la montre. Et après quelques temps, l'authentification, la validation de votre numéro de téléphone est copiée dans la montre. Effectivement, tu l'as dit, ça a pris, chez certains utilisateurs, les tout premiers, ça a mis un peu de temps, effectivement, Didier. Oui, mais moi j'ai pas eu de problème. Et puis je l'ai fait le premier jour. Et c'est vrai que ça a marché tout de suite. Et en plus, vraiment, le signal était bon. Tu vois, moi, j'étais pas dans un coin qui captait super et la montre marchait très bien. Après, effectivement, je l'ai pris parce que l'option est gratuite pendant 6 mois. Est-ce que je vais le prolonger ? Je pense pas parce que. Enfin, on en parlera après, mais effectivement, faire payer une option comme ça, 5 €, t'as des forfaits de téléphone maintenant pour ce prix-là. Oui. Et est-ce que c'est presque un abonnement à Netflix. Bah oui, et puis en fait, ça va être du dépannage, ça va pas être un remplacement du téléphone. D'ailleurs, ta montre est pas vraiment autonome, il faut quand même l'iPhone pour la configurer. Donc, au final, il n'y a pas des gens qui vont se balader juste avec des montres 4G la journée, quoi. Ça va être du dépannage, 5 € par mois pour du dépannage. Bon. En même temps, messieurs, sans vouloir défendre les opérateurs qui ont passé un partenariat avec avec Apple, je pense que vous avez quand même un peu la mémoire courte. 2 choses.
La première chose, ça c'est en réponse à Stéphane, depuis quand Apple fixe les prix sur le coût de la matière première des produits qu'il vend? Là, les 5 euros, qui a un prix qui a dû être C'est pas fixé Apple, hein, c'est pas Non, Apple mais alors attends, j'évoquais. les options qui sont vendues sur les matériels Apple en général, quand elles sont co-développées par Apple, comme c'est le cas pour la eSIM, là, le prix, je pense pas que des gens comme Orange aient une liberté à 100% de fixer le prix. C'est une discussion qui se fait. Et puis le prix, c'est du vrai marketing, hein, ce que tu connais bien, c'est ton métier, c'est le mien, c'est l'offre et la demande. Ça n'a rien à voir avec le coût de la SIM. Et là, l'offre, elle est exclusive. Elle est rare, au moins au départ, donc c'est quand même normal qu'Apple et Orange tentent de la facturer un petit peu. En revanche, là où je te rejoins, c'est pas sur les 5 euros c'est cher par rapport au coût de la matière, etc., c'est qu'on peut comparer sur une autre fonctionnalité qui est la double SIM qu'on met dans nos iPad Pro qu'on a. Voilà. Et cette double SIM dans les iPad Pro aujourd'hui, si ma mémoire est bonne, même chez Orange, elle va être gratuite et c'est débité sur ton forfait, godet, et ton forfait. C'est ce qu'on s'attendait pour l'Apple Watch voilà, aussi. la vraie comparaison, elle est là. Elle est pourquoi quand j'ai une double SIM dans mon iPad Pro, c'est gratuit, et pourquoi quand c'est dans mon Apple Watch, c'est pas gratuit ou ça devient payant au bout de 5 mois. Parce que ce qui est rare est cher. Voilà, c'est du vrai marketing de marque. Maintenant, il faut aussi, je rajoute une dernière précision, se souvenir d'une fonctionnalité que vous avez oubliée, qui était le mode modem. Aujourd'hui, qui était payant auparavant, qui était une option. Oui, c'est gratuit. Absolument. On voulait utiliser le forfait mobile de son iPhone pour faire un accès Internet sur son Mac ou sur son PC. C'était payant. Combien de temps ça a duré, Stéphane? Quelques mois? J'ai jamais payé, en tout cas, perso. Bon, je pense que... Oui, et puis il y a un trublion de la téléphonie qui est arrivé entre-temps, monsieur X, qui est un peu... voilà, je pense que le tarif de cette option... Pas très éloigné du lion, le même destin. Bon, il faut qu'on avance, monsieur X, et rentrer dans le vif du sujet, à savoir comment passer un appel. Alors regardez, c'est assez simple, on va faire la démo live. Alors on ne peut pas faire passer d'appel au sein du studio parce qu'avec les mises épais, mur de béton ici à l'école 42, le réseau ne passe pas. Mais en fait, qu'est-ce qu'elle fait la montre lorsqu'on coupe notre iPhone ou que l'iPhone n'est pas à portée comme ici? Regardez si je vais dans le centre de commande. Vous voyez ici l'activation du réseau cellulaire. Elle a basculé en Wi-Fi. Parce qu'effectivement, on a un réseau Wi-Fi ici, mais on peut quand même appeler en Wi-Fi. C'est l'un des avantages d'utiliser le réseau Orange. On peut faire du voice over Wi-Fi et on va donc tout simplement appeler la régie d'On refait le Mac. Si je ne me trompe pas, on va essayer de faire la démo live. Je ne suis pas en face. Voilà, on va appeler notre ami François Bontemps. J'appelle Stéphane Zibi, autant pour moi. Ah bah non. Mais non, il ne va pas me répondre. Mais François Bontemps, il n'est pas loin. Je suis occupé. Voilà, il est là, elle est là. Voilà, il est là, François Bontemps. Et on a mis un petit micro. Et comme ça, vous allez voir la qualité d'écoute. La qualité du micro, la réception, on va voir comment ça marche, si ça marche live, bien sûr. Ça sonne. Allô? Oui, François, tu nous entends bien? Super. Bon, là, on peut voir que le haut-parleur s'est pas mal amélioré par rapport aux anciennes versions Didier. Et surtout, le micro. C'est-à-dire, l'année dernière, j'étais obligé de faire ça pour parler, lorsque j'appelais avec l'Apple Watch Series 2 ou 1. Dorénavant, je peux me contenter de laisser ma montre le long presque de mon corps, voire courir. En même temps, c'est assez remarquable, Didier. Mais c'est hyper agréable ce qu'ils ont fait, le travail sur le micro et sur le haut-parleur. Merci, le haut-parleur je est enfin raccroche. fort. Tu entends vraiment ton correspondant très nettement. Et puis sur le bras, en fait, c'est d'autant plus utile que quand tu utilises ta montre, c'est souvent que tu es, en train de faire de la cuisine, au volant, en train de faire ton jogging, donc tu n'as pas envie de mettre le bras devant toi. Et du coup, c'est vraiment génial, c'est hyper transparent. Après, effectivement, est-ce que dans la rue, tu vas passer des appels et que tout le monde entende tes correspondants? Moi, je trouve cet usage à l'inspecteur gadget, là, aux yeux de tous, j'imagine pas trop les gens faire ça quand même. Ouais. Alors, normalement, si on était sur le réseau téléphonie, sur le cadran que vous voyez là, on va vous mettre une capture d'écran, le nom de petites boules apparaît comme feu sur iOS 10. Voilà, on va le remettre en route, ça va revenir. Malheureusement, donc là, ça passe pas avec les murs. Ce qui est un peu dommage, c'est que on ne puisse pas avoir ce niveau de signal et savoir si on est sur le réseau cellulaire, sur les autres cadrans. C'est un peu dommage, personnellement. J'aurais bien voulu qu'Apple laisse cette fonction là. En fait, et vous pouvez bien sûr, si vous avez besoin de téléphoner, composer un numéro. C'est assez simple, je vais vous montrer, si j'arrive à l'allumer. Donc on a un petit raccourci directement, on va en arrière, on a la fonction clavier, vous voyez, vous faites le numéro que vous voulez.
Voilà, et ainsi de suite, et vous validez si vous avez à l'ancienne. Voilà, on peut téléphoner avec sa montre, c'est bien sûr révolutionnaire. Alors, il est même possible, j'ai vu ça, Didier, d'accéder à la messagerie vocale, comme sur l'iPhone, c'est-à-dire directement au message avec sa liste des messages. Ça, c'était également assez pratique. C'était déjà le cas auparavant avec les anciennes versions. Hein. Ouais, c'est assez génial. En fait, c'est un peu le rêve Inspecteur Gadget, tu sais, vraiment d'avoir ta montre qui fait tout toute seule, qui devient un petit peu indépendante. Tu peux accéder à tes SMS, à appeler des correspondants juste avec ta montre. Moi, je trouve que l'idée, même si pas forcément on va l'utiliser derrière, mais l'idée de pouvoir le faire est cool. Il y a toujours des moments où tu auras oublié ton iPhone et du coup, ce sera moins dramatique. Tu auras une certaine autonomie avec ta montre. Et même si on peut pas tout faire, il y a quand même des limites, puis écrire des messages et tout. L'autonomie, hein, c'est un peu pénible. c'est 1 heure hein, en 4G max, hein, c'est ça? C'est 1 heure et moi j'ai trouvé que c'était même moins, tu perds quasiment 2% à la minute. Quoi. C'est pas beaucoup. Par contre, j'étais surpris qu'en Wi-Fi, en mode Wi-Fi, mais c'est vrai qu'au bureau, à la maison, si vous avez une borne Wi-Fi, que vous êtes occupé, ou vous laissez votre iPhone dans un coin et que vous vaquez à des occupations, vous téléphonez en Wi-Fi, par contre, ça bouffe beaucoup moins. J'ai fait 45 minutes, ça a pris que 15% de la batterie, ce qui est beaucoup par rapport à l'iPhone, mais par rapport à l'Apple Watch en 4G, c'est beaucoup moins. Alors, je ne sais pas si c'est dû au réseau Orange, encore une fois, on verra si lorsque les autres opérateurs proposeront la même fonction. Mais on voit bien que l'ambition d'Apple autour de cette Apple Watch, Stéphane, ce n'est pas de remplacer l'iPhone toute la journée. J'étais surpris lorsqu'on les a rencontrés la semaine dernière à Londres, lorsqu'ils nous ont fait les démos. Ils parlaient de, voilà, cet objet-là peut vous aider à avoir une détox de votre iPhone. Vous n'êtes pas obligé de l'amener partout. Vous avez besoin ponctuellement de passer un appel. Ça ne vise pas à remplacer 24 heures sur 24. De toute façon, ce n'est pas possible, on l'a vu, un téléphone. Hein. Non. En plus, bon, là j'étais également surpris de voir qu'on n'est plus obligé d'approcher la bouche de son poignet, parce que je trouve que c'est quand même un peu ridicule. Ouais. Les choses n'ont pas passé... Là, c'est plus le cas. Hein, c'est plus le cas, on n'en a plus besoin, et il y a une écoute et un haut-parleur tout à fait correct. Maintenant... c'est un usage ponctuel, c'est un petit écran, le téléphone est de l'autre côté de la maison, etc. On a besoin, et après, le réflexe, c'est de récupérer le téléphone derrière. On ne va pas parler comme ça. Ou alors, quand on est en train de conduire, ça peut être un très bon palliatif s'il n'y a pas de Bluetooth dans la voiture. En particulier, si on a des voitures de location, on n'a pas besoin de se connecter, etc. Et de l'appairer. Là, on a sa montre tout le temps avec soi, et ça, c'est plutôt une bonne chose. Un téléphone, de toute façon, ne pourra jamais être remplacé par... Du moins pour le moment. Oui. On verra dans l'avenir si l'Apple Watch arrivera à mordre un petit peu des parts de marché de l'iPhone. Il y a eu pas mal de tests en amont de la sortie de ce produit. Apple a livré l'Apple Watch un peu en avance à certains médias, notamment c'est le cas de The Verge, je crois. Didier, il y a eu un gros bug de connexion aux États-Unis, comme ce fut le cas, donc je le disais avec The Verge. La montre, lorsqu'elle était... seule, elle n'était pas à portée de l'iPhone, semblait vouloir se connecter sur des réseaux Wi-Fi ouverts, tels que des hotspots, plutôt que de basculer automatiquement sur le réseau cellulaire. Donc elle refusait de basculer sur le réseau cellulaire. Est-ce que tu en as été victime de ton côté? Alors moi, je ne l'ai pas eu, étonnamment. Vraiment, tout s'est bien passé, j'étais très surpris. Parce que en France, les réseaux, les hotspots avec les box ouverts, il y en a partout. Hein. Exactement, mais moi j'ai absolument pas eu ce problème et il reste bien connecté à la 4G. Enfin, j'ai pas eu le souci. Par contre, ce qui était quand même assez amusant, c'est de voir les médias américains. On peut tailler un petit peu, hein, mais de voir comme ils sont dans la shortlist d'Apple, tu vois, qu'ils ont les produits en avance. Ils osaient pas trop en parler de ce truc. Il y a que The Verge pour une fois qui a osé un petit peu dire ça. Puis après tous les autres, ah oui, nous aussi on a eu des problèms, machin. C'était assez rigolo en fait de voir ça, et du coup Apple était obligé de réagir en disant oui c'est un on va corriger. On a la déclaration officielle hein, et ils nous ont déclaré la même chose la semaine dernière à Londres. Nous avons découvert que lorsque la Watch Series 3 rejoint le réseau Wi-Fi non autorisé sans connectivité, cela peut empêcher la montre d'utiliser la connexion cellulaire. Nous menons actuellement l'enquête blablabla et préparons une future mise à jour logicielle pour corriger le problème. Bizarrement, je n'avais pas eu de problème et je l'ai eu en arrivant à 42, parce qu'à 42, il faut savoir qu'il y a un réseau ouvert avec un SSID assez particulier, une procédure assez compliquée à mettre en place. Le mot de passe, il change tout le temps, etc. Et donc la montre, elle était totalement à l'envers. Elle refusait de basculer sur le cellulaire et cherchait le Wi-Fi, donc on n'arrivait pas à téléphoner. Si bien que j'étais obligé de supprimer le réseau de 42 qui était en mémoire dans mon téléphone pour pouvoir accrocher le réseau cellulaire avec ma montre. Donc il y a véritablement un problème, une mise à jour nécessaire. Vous l'avez compris, l'Apple Watch coupe le cordon, mais pas complètement. Il reste encore la nécessité de l'iPhone pour tout ce qui est installation, pour tout ce qui est configuration.
Et encore pas tous les iPhones. Il faut un iPhone 6 minimum, Didier. Oui, mais de toute façon, je pense qu'ils pourront pas vraiment se passer de l'iPhone parce que rien que la configuration là qu'on a vue chez Orange, il faut quand même entrer tes identifiants et tout, il faut afficher une petite page web qui est chez l'opérateur. Donc il y a tout un tas de trucs quand même qui seraient hyper rébarbatifs à faire sur ce petit écran. Donc moi l'Apple Watch 100% autonome, c'est que tu achètes et qui se connecte au réseau, ça pourrait exister, mais il faudrait qu'il n'y ait rien à configurer derrière. Il faudrait presque que le mec te fasse ça, que te fasse ta configuration réseau et puis que tu n'aies pas à rentrer tes identifiants, ce qui me paraît quand même assez compliqué, quoi. Allez, place à vos questions Twitter. Première question de Raphaël Volvo sur Twitter. Marrant ce nom. Si j'achète la montre version 4G aux États-Unis, marchera-t-elle en France avec nos fréquences, Monsieur X? Bah écoute, Olivier, pour être tout à fait honnête, j'ai pas vérifié, mais je me méfierais parce que ces histoires de compatibilité, ça a changé à chaque fois, à chaque iPhone et Apple Series Watch qui sortaient. Donc je vais regarder avant, mais je vais dire oui, tiens. Alors moi je dirais plutôt non. Pourquoi? Parce que d'abord, précision importante, cette montre ne fonctionne pas en roaming. Donc vous partez à l'étranger, déjà il faudra faire attention par rapport à l'endroit où on l'achète. Et il existe de surcroît de différents modèles en fonction des zones géographiques, un peu comme autrefois l'iPhone. Souvenez-vous, l'iPhone 5 fonctionnait en 4G en 4G aux États-Unis et pas en France. Alors, qu'en est-il pour l'Apple Watch? Donc, le modèle commercialisé en France fonctionne en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Suisse, au Japon et en Australie. Ça tombe bien pour moi. Elle gère des bandes de fréquences qui ne sont pas communes et toujours les mêmes avec celles qui sont dans d'autres zones. Il y a une zone qui est définie pour les États-Unis, le Mexique, le Canada et Porto Rico de mémoire. Et il y a même une version pour la Chine. Donc, attention, il est possible que ça puisse marcher parce qu'il y a des zones UMTS et zones 4G communes entre une région à l'autre, mais il y a certaines fréquences qui ne sont pas exploitées partout, donc prudence. Question d'Anthony sur Twitter, alias Remout, un nom rigolo également. Le boîtier en acier inoxydable est-il plus fragile que l'aluminium? Micro-rayure. Didier? L'alu est clairement plus fragile, hein. Nous, on a les deux, la rédac, et c'est vrai que celle en alu, ils ont souvent des écrans avec des grosses rayures dessus. C'est vraiment l'écran qui prend cher sur l'alu, parce qu'effectivement, tu vois moins les rayures sur le boîtier, inversement, alors que celle en inox, elle se raye plus facilement. Mais il y a un vendeur à l'Apple Store qui m'a montré, il a fait vraiment un polissage de sa version inox, et elle est vraiment comme neuve. J'étais assez impressionné. Ah ouais, ça marche. N'hésitez pas à les entretenir, quoi. Ça s'entretient. Contrairement à la Sport, c'est-à-dire une fois qu'elle prend un coup ou une grosse rayure, il est difficile de le combler. Le fait de la polir, avec un polish un peu comme une voiture, c'est assez magique. Effectivement, vous retrouvez une montre quasi neuve, donc la version inox sera plus durable. Oui, Monsieur X. Alors Olivier fait nettoyer sa montre Apple Watch le week-end avec une chamoisine et du liquide de polissage. On est plus proche de l'univers du tuning que de la montre de luxe de l'Apple Watch Series 0. Je suis hyper déçu. Oui, on est très loin de Rolex. Mais tu sais, les vrais habitués des montres nettoient vraiment d'une manière très très précautionneuse leur montre aussi. Allez, place au busomètre avec Didier. Didier, quelles sont les rumeurs qui ont le plus buzzé cette semaine autour de la planète Apple et sur Mac Forever notamment? Alors en premier, c'est évidemment l'iPhone 10 qui se fait attendre, hein, Olivier, vraiment. Là, tous les jours, on a l'impression qu'il va jamais arriver. Donc on ne sait même pas si Apple va réussir à tenir sa date là, du 3 novembre. Donc on verra, mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup de mal apparemment sur les capteurs. Les capteurs au niveau de la production, c'est vraiment ce qui ralentirait la sortie du téléphone. Deuxième rumeur, Didier. Alors deuxième, c'est les ventes décevantes d'iPhone 8. Bon, c'est décevant, mais prévisible, on va dire. Il y a moins de queue que les années précédentes, quoi. C'est ça, en fait. Pour te donner un truc rigolo, on était à l'Apple Store de Lyon, Confluence, à la sortie. Il y avait moi, Mac Génération et Consomac. On était 3 personnes là-bas. Et il n'y avait personne d'autre. Et on était morts de rire parce que tous les vendeurs étaient autour de nous. Enfin, il y a plus de vendeurs que de gens. C'est une image qu'ils n'aimaient pas d'avoir ça, mais c'est vrai que c'était très rigolo. Et ça reflétait bien, en fait, les gens ont commandé. Enfin, il n'y avait aucune effervescence autour de cet iPhone. Ouais. Mais apparemment, les ventes ne seraient pas si mauvaises que ça, quoi. Parce que c'est un peu l'iPhone de la raison, quoi. Celui qui est moins cher. Enfin, on en parlait déjà la semaine dernière. C'est l'effet iPhone 10. Je te confirme. En tout cas, il est très difficile d'en trouver. Donc, ils ont fait encore l'effet raréfaction. C'est-à-dire les iPhone 8 Plus, par exemple, c'est 8 et 8 Plus en particulier. Le 8 Plus en 256, t'en trouveras pas. D'accord. Voilà. Rose en particulier. Gold. Ouais, Gold, on dit plus rose. Oui, le 8 Plus apparemment a eu plus de succès que le 8 cette année. Donc bien sûr. C'est assez, oui, l'effet double capteur. Allez, troisième rumeur, pardon, Didier. Alors, en 2018, on aurait 2 tailles d'écran OLED. Déjà? Et moi, j'y crois beaucoup parce que, tu vois, en fait, c'est simple. Si tu tenais bien ton iPhone Plus en main,
n'y a pas de raison que tu puisses pas le faire avec un iPhone 10 avec cette taille-là. Donc tu pourras avoir un super écran. Parce qu'il faut savoir quand même que l'écran de l'iPhone 10, c'est un écran d'iPhone 8 allongé en fait. Oui, Au légèrement niveau allongé. des points. Donc voilà, l'iPhone le plus et reste un petit peu plus gros. Donc on aurait voilà, un pourquoi pas Galaxy de taille Note dans un d'écran, châssis d'iPhone 8 en gros, c'est ça l'idée. Hein. Mais bon, voilà, toujours. Maintenant, il faut voir si Apple arrive à se fournir en dalle. Déjà qu'elle a du mal à se fournir un seul type de dalle cette année. L'année suivante, s'il doit en avoir 2 voire 3. Et surtout le prix. Je demande d'avoir, oui, le prix, tu l'as dit. Allez, 4e rumeur, Didier. Alors, iPhone 10, une batterie de 2716 mAh. Alors, ça, c'est vrai que c'est des specs qui sortent parce qu'il faut faire homologuer les téléphones. Mais ce serait quand même bon signe, c'est-à-dire qu'on aurait presque la batterie du 8 Plus. Hmm. Donc, vu la taille de l'écran, franchement, heureusement qu'il y a ça, sinon l'autonomie risque d'être vraiment, vraiment dégueulasse. Donc, c'est vrai qu'on espère que ce sera le cas. Hein. Vraiment, là, a priori, ça colle avec les chiffres d'Apple qui annoncent quand même une bonne autonomie sur l'iPhone 10. Allez, dernière rumeur pour conclure. Alors un iPhone SE borderless, mais ça en fait c'est vraiment une grosse rumeur, c'est plutôt un délire effectivement d'un designer qui a imaginé un iPhone SE. Alors il y a une jolie petite vidéo qui montre effectivement le design de l'iPhone 5S qu'on aurait fait bord à bord. Ouais, c'est sympa. Moi j'y crois pas trop, je pense que mais ce design a vécu quand même, maintenant il faut arrêter quoi. Faites-nous Ouais. un truc un peu nouveau, ok un SE mais... Et toujours la difficulté d'approvisionnement en écran OLED qui reste pour l'instant pas une exclusivité, mais une spécialité de Samsung. Merci pour ces rumeurs. On passe tout de suite à un point important concernant cette nouvelle Apple Watch. C'est les performances étaient vraiment plus rapides. L'Apple Watch Série 3 inaugure une nouvelle puce S3 double cœur. Elle serait 70% plus rapide. Alors, il n'y a pas de bench, hein, c'est plutôt du ressenti. Ton avis, Didier? Et puis nous, on va faire une petite démo. On va se préparer avec Stéphane pour une petite démo en plateau. Didier? Moi, j'ai trouvé vraiment beaucoup plus rapide. Et la différence est vraiment énorme par rapport au gap qu'on avait avec la série 2. Là, vraiment, tu as enfin les applis qui se lancent rapidement. Par exemple, l'appareil photo, là, pour contrôler ton appareil photo. Enfin, nous, on a tout un tas d'applis qu'on a testés et qui sont... Bon, c'est pas instantané, on aimerait vraiment de l'instantané, mais ça devient utilisable. On renonce plus à lancer plan et compagnie sur la montre. Donc, ouais, il y a un vrai gap cette année au niveau des perfs. Et pour moi, d'ailleurs, c'est la fonctionnalité de cette montre. C'est-à-dire, si tu as une série 0, là, les premières versions qui sont vraiment lentes, bah là, ça vaut le coup d'acheter la montre rien que pour la vitesse. Alors, arrête, tu vas me faire envie, Didier. Voilà, alors, un test qu'on va vous montrer, généralement c'est une fonction qui mettait du temps à s'afficher auparavant, c'était le rythme cardiaque. Alors on l'a mis en raccourci directement sur la home, on va le lancer en même temps, attention, 3, 2, 1, top. Ouais, bah, c'est pas non plus hyper flagrant, hein. Si ce n'est que j'ai quand même un rythme cardiaque beaucoup plus élevé que Stéphane Zibi, voilà. Hein, Didier. Tu as combien de rythme cardiaque? J'étais à 85, mon chéri. Non, moi je suis à 90 quand même. Moi je suis à 60. Voilà. Mais toi tu es assis, tu es dans ton bureau, voilà, tu as toutes tes équipes qui travaillent pour toi derrière, tu as juste à afficher les chiffres d'affaires dans Excel et puis c'est tout. Donc effectivement elle est plus rapide, c'est assez notable également dans Siri. Puis un détail important, regardez dans Siri. Quelle heure est-il ? Il est 19h39. Bah, la différence, c'est que merci, cher Apple Watch. La principale différence, vous l'aurez compris, c'est que Siri parle, il était temps, Didier. Bah, oui, c'est clair. Et puis quand tu lui donnais le minuteur, tu savais pas trop s'il l'avait mis ou pas. Donc là, tu étais obligé de regarder. Maintenant, tu n'es plus obligé de regarder. Et puis même, Siri est beaucoup plus réactif. Alors pour te donner un exemple rigolo, à la maison, j'ai un Google Home. Bah, je préférais faire le minuteur sur le Google Home parce que déjà, il me répondait, puis ça allait plus vite. Et là, maintenant, en fait, quand tu vois même le texte défiler sur la montre, il le reconnaît vraiment très, très vite. Enfin, l'utilisation de Siri est redevenue agréable, en fait, un peu comme sur l'iPhone. Ouais. Et ça, c'est l'Apple Watch série 3 ou c'est WatchOS 4 ? C'est l'Apple Watch série 3. Ça parle pas sur mon Apple Watch Series 2 avec WatchOS 4. Non, mais tu verras, parle-lui. D'accord. Elle ne te répondra pas. Elle te répondra sur l'écran en texte. Autre avancée après la puce double cœur et tous les raffinements, ce qu'on a noté, c'est le doublement de la mémoire interne, 16 Go contre 8 auparavant. Ça, c'est assez pratique pour stocker ses musiques, parce qu'il faut synchroniser ses musiques. On attendait beaucoup de l'arrivée de la 4G parce que ça aurait été un formidable iPod connecté, hein. Du moins sur le papier on a été un peu déçus, hein, Didier, parce qu'apparemment on ne peut lire pour le moment que des playlists sur Apple Music et pas browser l'ensemble de sa bibliothèque. Et surtout quand tu vois la keynote, t'as envie de browser et là on te dit bah non tu peux pas.
Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de lecteurs qui nous ont, enfin depuis qu'il y a la mise à jour la WatchOS 4, et ben effectivement ils sont déçus parce que voilà, c'est pas du tout l'iPod du futur, là c'est l'iPod du passé quoi. Alors Ouais. effectivement, pour les gens comme moi qui n'ont pas Apple Music, qui préfèrent télécharger leur musique, c'est plutôt cool d'avoir 16 Go parce que enfin tu peux mettre quand même pas mal de trucs. Ouais. Mais là, l'avantage, c'est que si on décide de partir courir et qu'on n'a pas synchronisé sa montre, à terme, mais ça devrait être d'ici quelques semaines disponible sur Apple Music, on pourra écouter des morceaux sans forcément les avoir synchronisés. Il y a quand même une playlist qui se synchronise automatiquement, qui est les morceaux les plus écoutés, donc c'est assez pratique. Qu'est-ce que ça donne pour écouter les morceaux? Regardez, on a une petite enceinte, parce qu'on ne va pas vous faire écouter au casque. On n'allait pas mettre les earpods. Il suffit de lancer Apple Music, je vous montre. Si je trouve Apple Music, voilà, il a disparu. Alors attendez, bougez pas. M comme musique, il y a beaucoup d'applications, vous verrez tout à l'heure. Heureusement, il y a des petits raffinements dans l'Apple Watch pour régler ça. Regardez, on a jumelé cette petite enceinte de chez Logitech, très sympa. Pas UI, non pas Logitech, c'est la filiale, ça s'appelle la Wonderbox, Wonderboom. Regardez, on appuie sur lecture, on monte le son, et effectivement, normalement... Et ça marche. Magnifique. De toute beauté, voilà. Donc là, pour moi, la killer app, elle est là. Hein. C'est-à-dire que c'est un vrai iPhone avec les AirPods, c'est vraiment très sympa. Dernier mot Avec pour... cette musique, j'ai l'impression que tu allais commencer à embrasser Stéphane, mais bon, c'est peut-être. C'est pour moi plus qui tard. rêve. Musique d'ascenseur, c'est libre de doigts. Pour conclure sur ce test, quiz de l'autonomie, Didier, de ton côté, toi qui l'as testé ces derniers jours. Ouais, elle est super l'autonomie. Et même l'autre jour, je l'ai oubliée au bureau. Donc elle est restée toute la nuit. Je l'ai récupérée le lendemain matin. Elle était à 72% encore. En gros, est-ce que tu donc tiens je l'ai pas la chargée, journée entre la... largement. Ouais, mais en appelant. Largement, et même un jour et demi. Mais effectivement, dès que tu utilises la 4G, tout de suite, ça te plombe l'autonomie. C'est vraiment ça le point, c'est que ce truc-là n'est pas fait pour être utilisé, quoi. Ouais, c'est vraiment en secours. Parcimonie. Moi, j'ai tenu à peu près 21 heures avec 45 minutes d'appel en Wi-Fi, une dizaine de minutes d'appel en 4G. Par contre, suite à mes problèmes avec iCloud, il n'y avait pas de stade d'activité, donc ça a dû jouer sur la collecte d'informations et certainement la batterie. Mais 21 heures, c'est tout de même pas mal. Le reste des fonctionnalités qu'on pourrait vous présenter ce soir, ce n'est pas forcément des nouveautés tout simplement de l'Apple Watch série 3, c'est plutôt des nouveautés de WatchOS 4. Donc ça, si vous avez déjà une montre, vous pouvez en profiter. Simplement, ce serait un peu plus réactif sur la dernière génération de la montre d'Apple. Qu'en est-il de la conclusion de cette émission? Est-ce qu'il y a enfin, après 3 ans, quasiment 3 ans et demi de présence avec l'Apple Watch, une killer app, une fonction qui tue? On sait qu'Apple pousse énormément du côté du sport, Didier. Eh ben oui, mais moi je suis déçu en fait. Parce que j'ai discuté avec beaucoup de sportifs qui utilisent leur montre effectivement pour faire ça, et ils préfèrent tous les Garmin. Ouais. Parce qu'elles ont les boussoles, elles ont beaucoup d'outils de mesure, elles sont beaucoup plus résistantes. Enfin, elles sont vraiment taillées pour le sport. Elles font moins de choses, mais elles sont plus taillées pour le sport, quoi. En gros, c'est ça. Hein. Exactement. Mais oui, mais tu vois, cette réorientation, je trouve qu'elle n'est pas assez assumée aujourd'hui. Et même, comme disait Monsieur X, tu as peur de l'emmener même. Tu vas jamais aller faire de l'escalade ou même de la montagne avec, de peur de surtout une montre à 1200 € comme celle que tu as au poignet. Hein. Exactement. Moi, j'ai pas la. Quoi qu'il y a des plongeurs qui plongent avec des Rolex, mais c'est assez rare. Et d'ailleurs, la plongée, on sait qu'il y a un altimètre qui est arrivé, on l'a pas dit dans la version 3 de la montre. Donc, Mais il y était avant. Ah bon? Avant, ils avaient un baromètre altimètre, mais il n'était pas opérationnel. Enfin, c'est assez bizarre. Ils l'ont trouvé, il était effectivement dedans. Et il n'y a pas de boussole. Tu plans, tu le mets, tu sais pas comment t'es orienté. Et puis, en montagne, pour toutes les applications de cartographie notamment, pas avoir de boussole, c'est quand même incroyable. Le capteur de pression barométrique altimètre, il permet de mesurer les dénivelés franchis et de mieux mettre en perspective les données cardiaques requises. Bon, on verra si c'est vraiment plus fin. Moi, je trouve un peu dommage qu'il n'y ait pas un profondimètre. Pour la plongée, ça aurait été super, avoir un vrai... On sait que les vrais plongeurs, ils ont des vrais ordinateurs de plongée. Et on sent qu'Apple est assez prudent par rapport à ça, mais ça serait vraiment une killer app pour pas mal de plongeurs, et ils sont nombreux de par le monde. Pour le reste, on a vu qu'il y avait des avancées propres à WatchOS 4 dans le sport, notamment la possibilité de mesurer les exercices fractionnés et même d'enchaîner facilement les différents types d'activités au sein d'une même série. Par exemple, si vous êtes un triathlète, vous pourrez passer facilement de la course à la nage et de la nage au vélo sans forcément lancer une nouvelle activité à chaque fois. Voilà, on essaie d'être le plus complet possible autour de cette Apple Watch. On passe tout de suite à nos coups de cœur. Ah oui, j'y pense. Avant de passer au coup de cœur, il faut bien sûr parler des prix. On ne l'a pas abordé. Didier, ticket d'entrée, désormais 269 € pour la série 1, 369 € pour la série 3 sans 4G, 449 € avec la 4G.
Le prix d'entrée est plus raisonnable. Tu en penses quoi concrètement? Ça te semble un tarif un peu plus abordable? On est moins de la folie avec les éditions spéciales en or à près d'1 000 € à son lancement il y a 2 ans et demi. Hein. Oui, clairement. Et puis en plus, tu peux acheter les versions d'avance, t'as pas besoin de la 4G ou du GPS qui fonctionne quand même relativement bien. Moi, je regrette qu'il n'y ait pas de modèle inox sans 4G. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui s'en fichent de la 4G, mais du coup, le ticket, il est presque à 700 € maintenant pour avoir de l'inox. 649 € pour l'inox. Et la céramique, donc celle que tu as la chance de porter, c'est l'une des plus chères, 1 399 €. Et si tu veux carrément la plus chère, c'est une Hermès avec le fameux bracelet Hermès à 1 499 €. Monsieur X, une réaction sur ces tarifs? Eh ben écoute, l'Apple Watch en conclusion et le prix le renforce. Il y a de moins en moins, voire quasiment plus d'arguments pour l'acheter. Je te rappelle que la montre originale, c'était 399 € pour un bout de verre carré et un bracelet en plastique qui faisait pas grand-chose. Aujourd'hui, tu as la nouvelle Apple Watch Series 2 qui fait tout bien sauf la 4G à 269 €. Non, À 269 €. 369. Non, 269, c'est non, la série 1. Ah oui, pardon, la Series 1, qui est à 269 €. Si ça c'est pas le cadeau de Noël, à 269 €, la nouvelle Apple Watch série 1, Ouais, la mise à jour. Elle a eu une petite mise à jour avec le nouveau processeur. Ouais. C'est fini. Et la haut de gamme à 369 €, bon, si on compare avec la montre d'origine qui était à 399 €, il n'y a que 30 € d'écart 2 ans et demi après, mais bon, le saut technologique, il est juste incroyable et on a un vrai produit. Moi, je trouve que 369 € pour un produit avec ce concentré de technologie, qui a peut-être pas la killer feature qui est je te fais la soupe le soir, mais qui fait plein de trucs qui commencent à être utiles et bien faits, 369 € pour un produit Apple de cette qualité-là, c'est un bon prix. Donc, je crois qu'enfin, là, 269 € pour la série 1, 369 € pour la série 3, Apple a atteint le juste prix et que on va peut-être voir ce décollage qu'on n'a jamais vu et qu'on mentionnait en début d'émission en termes de nombre de ventes. Et ça sera Noël. Réponse pour les résultats financiers d'Apple en janvier. On passe à nos coups de cœur. Les coups de cœur, mais avant, on va dire au revoir à Stéphane, car il doit vite filer au Parc des Princes. Bah oui. On enregistre mercredi soir, il y a un match important. Merci Voilà, Stéphane. Merci Olivier, au revoir à tous. Salut. À bientôt. Les coups de cœur, on commence tout de suite avec Monsieur X. Eh ben, écoute Olivier, quand on aime, on ne compte pas, et c'est ce que je fais avec mon coup de cœur, c'est encore un produit de la gamme Philips Hue compatible Apple HomeKit. C'est la dernière née de leur ampoule qui s'appelle la Candle. Alors Candle, c'est comme dans la musique Candle in the Wind, ça veut dire bougie. C'est des ampoules mais qui ont une forme de flamme de bougie. Toute petite, et ça c'est très pratique parce que ça me permet maintenant d'avoir des Philips Hue, tu sais, dans des lampes fermées avec des abat-jours ou des bulbes en verre. Ça consomme 5 watts. Vous n'avez plus aucune raison d'avoir autre chose que des ampoules Philips Hue, même pour ces toutes petites lampes d'ambiance que vous avez chez vous. Donc Philips Hue Candle, le prix c'est comme d'habitude, on rigole, une ampoule de cette taille-là, ça devait être 3 € avant, là vous en avez pour 30, mais ouais, quel bonheur, quel bonheur et 10 ans de durée de vie. Ah, ça par contre c'est un point important. Merci Monsieur X. Didier de ton côté, ton coup de cœur. Alors on verra pour la durée de vie des ampoules. Moi je te fais un petit coup de cœur assez rigolo, c'est une housse pour MacBook Pro, tu vois, c'est une housse en cuir, qui de l'autre côté affiche des ports. C'est pas vrai. Et en fait, c'est un projet, je crois que c'est encore en cours, mais il est déjà financé, ça vaut à peu près 70 €. Et donc, tu glisses ton MacBook Pro là-dedans, et puis, une fois que tu veux travailler, tu connectes juste un petit câble sur le côté, je crois que ça va être par là. Et puis, en fait, tu se connectes en USB-C, tu peux brancher donc l'Ethernet, il reste fermé. Les cartes SD, etc. Et tu poses ton ordi dessus, en fait. Ça fait un socle pour l'ordinateur. Ok. Donc, c'est pas idiot. Et le prix est convenable, je trouve, parce qu'un bon dock, ça vaut quand même 30-40 €. Une bonne housse, pareil. Donc, voilà. Bon, écoute, on va essayer ça dès que ça sera en grande production. De mon côté, regardez, mon coup de cœur, c'est la Pro Series de Tile. Je suis plutôt un grand étourdi, comme on dirait. Je ne retrouve jamais mes affaires. Mon dernier fait d'armes est d'avoir oublié ni plus ni moins qu'un drone dans son sac dans la rue. En partant de la voiture, je l'ai posé par terre et je suis parti. Voilà, c'est une catastrophe. C'est mieux que d'avoir oublié ton enfant. Oui, là, je fais quand même attention à ça. Aussi, je me suis intéressé à ces petits trackers Bluetooth connectés qui permettent de localiser ses affaires avec l'iPhone. Il y en a pléthore sur le marché, mais malheureusement, ils ne se valent pas tous. Alors, j'ai bien aimé les Pro Series de Tile. Pourquoi ? Parce que d'abord, ils sont très compacts. Regardez.
Ils sont ils sont très petits, vous voyez, pour les mettre sans problème presque dans un portefeuille ou dans un sac. Et ensuite, parce que il n'y a pas de GPS à intégrer, hein, c'est vraiment le Bluetooth qui compte. C'est l'un des modèles qui dispose de la portée Bluetooth la plus étendue du marché, jusqu'à 60 mètres. Il est même possible de personnaliser les alarmes pour retrouver ces produits en fonction de leur famille. Bref, c'est assez réussi. Et puis son point fort, c'est sa communauté, car encore une fois, comme il n'y a pas de GPS et qu'il n'enregistre que la dernière position connue de l'iPhone au moment où il s'est désynchronisé de l'objet connecté, si un utilisateur de taille arrive à proximité d'un objet comme celui-ci, il est capable de le détecter et de le signaler à la communauté pour pouvoir le retrouver. Je trouve que c'est une bonne idée. Il faudra voir la pratique si ça marche vraiment. L'idéal serait d'avoir un GPS intégré, mais ça coûterait un peu plus cher, ou des abonnements en réseau 4G. Donc c'est pas encore si simple que ça. En attendant, il y a la Pro Series de taille et ça vaut quand même un petit peu cher, 38 €. Essayez, vous verrez, vous ne serez pas déçus. C'est la fin de ce 271e épisode d'On refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouvez le test complet de l'Apple Watch sur Mac Forever, bien sûr, avec Didier. Oui, enfin, je vais prendre un petit peu le temps, hein, parce que l'Apple Watch, ça se teste pas en 2 jours, tu vois. Il faut que ça mature un petit peu. Ça arrivera dans les jours qui viennent. Mais ça arrivera, bien sûr, évidemment. Allez au boulot Allez au boulot, Stéphane. Didier. Monsieur X, on se retrouve dès la semaine prochaine. Oui, absolument, Olivier. Et puis tu sais, Stéphane est parti au Parc des Princes voir le PSG. Didier, il va lui falloir 3 semaines pour tester l'Apple Watch série 3. Mais moi, en rentrant, qu'est-ce que je fais en rentrant à la maison, Olivier? Tu vas lui mettre un Apple TV. La nouvelle Apple TV, la 4K, livrée par DHL à 14h chez moi. Il est comme voilà un fou. Ma soirée. Voilà. Ça tombe bien, Monsieur X, parce que la semaine prochaine, nous passerons au crible la nouvelle Apple TV qui est désormais compatible, tu l'as dit, 4K. Nous reviendrons également sur ce que prépare Apple en coulisses autour des services de vidéo à la demande. Voilà, donc soyez au rendez-vous la semaine prochaine. Merci encore pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner à On refait le Mac sur nos différentes chaînes et de cliquer sur le petit pouce. À la semaine prochaine. Au revoir.